Alors en fait, la marine française en juillet 40, elle est quasiment intacte. C'est la belle marine, entre guillemets, que la Troisième République a construit entre 1918 et 1939, qui est probablement une des plus belles marines que la France ait eu, en tout cas à l'époque contemporaine, avec des bateaux qui sont extrêmement élégants, que tout le monde regarde avec envie, notamment les Anglais, et qui, en apparence, vraiment font de la marine française une des toutes premières du monde. En fait, elle est même classée numéro 4. D'abord la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon, et puis la France. Largement devant l'Allemagne et un peu devant l'Italie, mais certainement largement devant l'Italie en termes de qualité. Alors, derrière ce beau tableau qui fait très joli sur les cartes postales et dans la presse de l'entre-deux-guerres, il y a quand même une autre réalité, qui est celle d'une flotte qui a d'une part sacrifié beaucoup d'aspects techniques essentiels, comme l'autonomie, en particulier la fiabilité, un culte de la performance qui permet de battre des records, d'avoir des bateaux qui sont extrêmement rapides, mais qui sont en fait fragiles et qui ne vont pas très loin. Là-dessus, l'armement reste extrêmement classique. La France a omis une grande partie des grandes avancées techniques dans le domaine aéronaval. Elle est très mal équipée côté électronique, alors que les Anglais ont déjà l'équivalent, l'ASDIC, c'est-à-dire leur équivalent du sonar. Les Français qui auraient pu en bénéficier en ont pas. Ils n'ont pas non plus de radar, alors que pourtant la science française a fait d'énormes recherches là-dessus dans l'entre-deux-guerres. Donc il y a une belle façade, des belles performances, et ensuite derrière des déficiences technologiques et également conceptuelles, puisqu'en fait on reste encore une marine focalisée sur le combat au canon, alors que les Anglais ont déjà largement fait le choix non pas de sacrifier le canon, parce qu'ils y croient encore bien sûr, mais quand même de consacrer beaucoup d'efforts à leur aéronaval. Ce qui en va de même d'ailleurs pour les Japonais et les Américains. Alors ce qui se passe en juillet 1940, c'est que les Allemands d'abord sont surpris de leur victoire et ils ne savent pas très bien quelle attitude adopter vis-à-vis de la marine française. La Kriegsmarine n'a pas grand-chose à faire des bateaux français. De toute façon, elle n'a pas d'équipage pour les armer. Et puis ça prendrait trop de temps. Donc quand les négociateurs de l'armistice discutent avec les Allemands, finalement, les Allemands acceptent de laisser à la France sa flotte, mais il y a une énorme condition, c'est que cette flotte soit rapatriée dans les ports de métropole. Donc, en France occupée ou non, puisqu'en fait Brest fait partie de la zone qui va être occupée, et Toulon en fait pas partie, mais Toulon est pas très loin non plus de l'Italie, donc ça pose également un problème. Et il est bien évident que rapatrier la flotte pour éventuellement la désarmer sous surveillance allemande ou italienne, comme c'est prévu dans les conventions, pour ça c'est un casus belli pour les Britanniques, qui peuvent absolument pas accepter que la flotte française passe aux mains de l'Axe. Pour les Britanniques, il y a un double problème de confiance. D'abord, bien entendu, ils n'ont absolument aucune confiance en Hitler, et ça, on ne peut pas vraiment leur donner tort, parce que Hitler a respecté aucun des engagements qu'il avait pris. Bon, il n'a jamais respecté un seul traité, donc bon, et de ce côté-là, il n'y a pas de discussion possible. La deuxième crise de confiance, elle touche les rapports entre les Britanniques et les Français. Les rapports étaient excellents jusqu'au début de mai 1940. Darlan, qui n'était pas forcément un grand anglophile, finalement réussissait à travailler pas mal avec les Britanniques. Et puis il y a une rupture, en fait, au moment où la France est battue, où les Anglais insistent pour que les Français disent ce qu'ils vont faire de leur flotte, et notamment qu'ils fassent passer la flotte en Angleterre, en expliquant que c'était donnant-donnant. Les Français et les Anglais avaient fait un accord qui interdisait de conclure une paix séparée en cas de défaite.
Et donc les Anglais disent, on veut bien que vous fassiez une paix séparée, puisque la France est battue, mais il est hors de question que la flotte puisse avoir la moindre chance de passer entre les mains des Allemands. Or, l'attitude de ce qui n'est pas encore Vichy, et le gouvernement Pétain, elle n'est pas très claire. Il y a la parole donnée par Darlan à Churchill lui-même qui dit il est hors de question que la flotte française passe dans les mains de l'Axe, on la sabordera s'il faut, ou on l'enverra ailleurs, mais on n'y touchera pas. Seulement, Churchill dit Darlan, c'est d'abord un militaire, ensuite il devient ministre de la Marine. Or, ces gens-là sont révocables. Si jamais Darlan est révoqué, qu'est-ce que fera son successeur? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces gens, dont on sait, évidemment, parce que les Anglais les ont côtoyés longtemps, qui ne sont pas de francs anglophiles? Notamment Darlan, qui ne manquait jamais de rappeler à n'importe quel toast que son ancêtre avait été tué à Trafalgar. Pas très malin de sa part. Alors, l'escadre qui est basée à Mersel-Kébir, c'est une espèce de force d'intervention rapide qui, à l'origine, était destinée à lutter contre les raiders allemands dans l'Atlantique. Donc il y a là les deux plus belles unités de la flotte française à ce moment-là, qui sont ce qu'on pourrait appeler des cuirassés légers ou des croiseurs de bataille, si on veut, qui sont le Dunkerque et le Strasbourg, qui sont des bateaux qui sont relativement bien armés, donc il y a du 330 mm là-dessus, ce qui est tout à fait respectable. Donc c'est un peu moins que le standard de l'époque qui est plutôt 380, mais ça reste quand même pas mal. Et puis surtout, ils sont extrêmement rapides. Or, la Royal Navy a un gros problème avec ses propres cuirassés, ou ses grosses unités, c'est qu'ils n'ont rien qui va aussi vite que ça. Donc, ils ont une espèce de réaction de panique, en se disant ces bateaux, s'ils passent entre les mains de l'Axe, on n'a rien pour se battre avec. Donc il faut les neutraliser, et précisément début juillet 1940, ces bateaux, ils sont à côté d'Oran, donc à Mersel-Kébir, où prudemment Darlan les a fait envoyer, pour les mettre plus ou moins à l'abri, en cas justement le temps que l'armistice soit négocié, et que la situation soit stabilisée. Alors, la décision, elle n'est pas prise en tant que décision d'attaquer la flotte française. Ce que veut Churchill, c'est... il ne veut pas nécessairement détruire la flotte française. Ce qu'il veut, c'est neutraliser ces bateaux donc, dont il a une trouille bleue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une escadre britannique au large de Mersel-Kébir avec une sorte de proposition en 4 volets. Je ne veux pas passer sur toutes les options, mais en gros, il y a une option vous nous rejoignez, vous continuez la guerre avec nous, vous allez en Amérique, ou pour être désarmé sur place, ou bien si vous voulez rien de tout ça, on est désolé, mais on vous tire dessus. Voilà. Or, c'est plus ou moins quand même extrêmement maladroit de proposer ça à quelqu'un qui est coincé au fond d'une rade, et en plus il tombe sur un amiral qui est un pur militaire, qui est l'amiral Jean Soule, qui est un homme assez inféodé à Darlan, qui se raidit immédiatement, c'est-à-dire il commence par refuser de recevoir le négociateur britannique qu'on lui envoie, alors que les Britanniques ont choisi un francophile qui arrive avec sa légion d'honneur à la boutonnière et quasiment les larmes aux yeux en disant s'il vous plaît faites quelque chose, on veut quand même pas vous tirer dessus. Et Jean Soule se raidit, il essaie de gagner du temps, il magouille dans le dos des Anglais en alertant la France. Enfin, il fait plus ou moins son boulot, sauf qu'il oublie de dire qu'on lui a proposé certaines options. Bon. Donc il n'est pas tout à fait blanc-bleu dans l'affaire. Et finalement, à la fin de la journée, quand les Britanniques apprennent que Darlan refuse absolument toute option négociée, et qu'il envoie au contraire des renforts vers Mersel-Kébir, donc les Britanniques tirent.
Et voilà, et là c'est le drame. Alors, les conséquences militaires, en fait l'opération britannique qui s'appelle Catapulte est un échec militaire, puisqu'en fait il s'agissait de neutraliser les deux cuirassés légers, le Dunkerque et le Strasbourg. Le Strasbourg a réussi à appareiller, il est parti à Toulon, donc 50% de l'objectif là est raté. Deuxièmement, le Dunkerque qui a été endommagé et allé s'échouer dans le fond de la rade. Mais en fait, c'est une histoire incroyable, mais il y a un amiral français, de façon absolument stupide, émet en clair que finalement il n'est pas si touché que ça et qu'il va pouvoir repartir. 3 jours après, bien sûr, les Anglais reviennent à l'attaque et le clou dans la rade avec des torpilles, quoi. Donc c'est une gaffe monumentale. Mais il n'empêche que tactiquement, les deux bateaux que les Britanniques voulaient absolument neutraliser, il y en a un qui a réussi à fiche le camp, et le deuxième, il est neutralisé légèrement, quoi. Là-dessus, il y a 2 cuirassés obsolètes qui de toute façon pouvaient servir à rien, qui sont le Bretagne et la Provence. L'un est coulé avec une énorme perte humaine, donc ça c'est un réel drame. Le deuxième va s'échouer au fond de la rade, mais de toute façon militairement il est inutilisable. Donc ces bateaux-là n'ont aucune importance militaire. Et puis il y avait également à Mers-el-Kébir quelques beaux, ce qu'on appelle nous des contre-torpilleurs, qui sont en fait des gros destroyers. Ces bateaux-là sont un peu entre le croiseur léger et le destroyer à l'anglaise, qui étaient des très belles unités, et dont 5 sur 6, je crois, ont réussi à fuir également. Donc militairement, c'est un fiasco que Churchill réussit très habilement à transformer en succès politique, en disant on a prouvé au monde qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, et même à tirer sur nos anciens alliés, et regardez, on a neutralisé la flotte française. Alors qu'en fait, bon... comme je disais, tactiquement, militairement, c'est pas terrible. Alors, derrière, il y a des conséquences internationales évidentes. Alors, d'abord pour la France, puisque la France se braque immédiatement contre les Britanniques, ce qu'on peut facilement comprendre. Ça jette dans les bras de Vichy une bonne partie de l'opinion populaire française. Ça légitimise d'une certaine façon la haine des Anglais que Vichy va cultiver par la suite. Mais, alors que Darlan, lui, est prêt à aller jusqu'au bout et qui ne demande qu'une chose, c'est de faire la guerre aux Anglais, puisque quasiment au lendemain de Mers-el-Kébir, il est prêt à appeler les Italiens pour monter un raid. Enfin bon, c'est... Il y a des têtes pensantes à Vichy, notamment le ministre des Affaires étrangères, Baudouin, qui dit « Oh là là, on se calme, on va pas se lancer dans une guerre avec l'Angleterre ». Et Pétain, qui arbitre tout ça au-dessus, dit effectivement, bon, il y a une sorte de raid sur Gibraltar, histoire de montrer qu'on réagit vaguement, et puis c'est tout. Et puis on reste dans un état de guerre froide entre Britanniques et Français, quasiment sur mer, hein, parce qu'en fait à terre il y a des opérations qui sont beaucoup plus meurtrières que ça, mais où les Britanniques tentent, sans grand succès, d'entretenir un blocus, empêcher les Français de passer, et que les Français essaient de passer à travers, mais sans avoir à tirer. Donc c'est un jeu très, très, qui à plusieurs reprises va d'ailleurs presque dégénérer en guerre ouverte, mais ça, le maintien, ça se tient quand même, en dépit de plusieurs épisodes où on se tire dessus violemment, puisque les Anglais interviennent contre Dakar, où il se trouve encore des unités françaises, et qu'effectivement il y a des gros combats à ce moment-là, mais ça donne pas de guerre. Les Allemands, eux, profitent pas de Mers-el-Kébir, puisque d'une part, ils n'auront jamais l'occasion de mettre la main sur la flotte, en dépit des efforts qu'ils vont faire en novembre 1942 de s'emparer de Toulon. Ils le font mollement, c'est très mal préparé, et les Français ont largement le temps en fait de s'aborder les bateaux. Donc il n'y a rien à récupérer là. Franco, lui, est plutôt méfiant vis-à-vis d'Hitler.
Donc il regarde ça, il se dit oulala, les Britanniques ont l'air bien déterminés à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'Hitler veut? Pas sûr. Donc il reste très prudemment neutre, ce qui est très important, parce que quand même Gibraltar, c'est une des bases principales de l'Angleterre en Méditerranée. Et puis et les Italiens, de toute façon, ils peuvent pas faire grand-chose. Leur marine est déjà en sous-effectif, il est hors de question qu'ils puissent essayer de récupérer quoi que ce soit. Et donc ça aboutit pas non plus pour eux. Alors ça finit en opération de communication, mais c'était pas conçu comme ça. Vraiment, les Britanniques voulaient neutraliser les bateaux. En fait, comme je disais, militairement, ils y sont pas vraiment parvenus, mais ils sont quand même plus ou moins arrivés à leur fin en muselant Vichy d'une certaine façon, en empêchant quand même, puisque il y a deux autres cuirassés, donc le Jean Bart qui n'est pas fini, qui se trouve à Casablanca, et puis le Richelieu qui se trouve à Dakar, les deux sont neutralisés. Enfin, le Richelieu est neutralisé par une torpille juste après Mers-el-Kébir. Donc on aboutit plus ou moins à ce qu'on veut, et de toute façon, les Français, bien qu'ils deviennent brutalement extrêmement anti-anglais, n'ont absolument aucune envie d'aller renforcer les Allemands. Donc de toute façon, de ce côté-là, c'était... Churchill parvient à ce qu'il veut, mais pas vraiment militairement. Ça tient essentiellement au fait que Darlan n'a pas réussi à obtenir la guerre qu'il voulait contre l'Angleterre. Ben, si l'Angleterre n'avait pas attaqué, ce qu'on peut présumer, c'est que les Français auraient vraisemblablement, très très vraisemblablement, maintenu leur navire en Afrique du Nord. C'était une question qui était déjà débattue à la commission d'armistice de Wiesbaden, où les Français avaient fait remarquer aux Allemands que de rapatrier les bateaux à Brest, en fait, les exposait à la RAF. Donc, que c'était pas une bonne option militairement, même si eux voulaient mettre la main dessus. Alors, ce qui importait aux Allemands, c'était surtout de neutraliser la flotte française. Que la flotte française soit sabordée, ça les arrangeait, en fait, d'une certaine façon. Les Anglais les coulent, c'était encore mieux. Mais les Allemands avaient de toute façon pas l'intention. Alors, je dis pas qu'il n'y ait pas eu il y a probablement quelques fantasmes dans la tête de certains officiers de marine allemands de se dire ah, ces bateaux, on va les récupérer, faire quelque chose. Mais Hitler, lui, non, il n'y pense absolument pas. Ce qui compte pour lui, c'est que la flotte française soit neutralisée, de quelque façon que ça soit, détruite par les Anglais, détruite par lui-même ou sabordée. De toute façon, c'est ça qui compte pour lui. Alors, la conséquence de pas d'attaque de Mers-el-Kébir, c'est une flotte française qui va attendre au port, en fait, ce que Vichy veut bien en faire, quoi. Sachant que elle serait restée quand même un levier vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de Berlin. Parler de malédiction, c'est quand même un petit peu osé en fait. Ce qui se passe tout simplement, c'est que les Britanniques ont commencé la guerre en 1939 et qu'ils la finissent en 1945. C'est quasiment la seule marine qui ait fait l'intégralité du conflit de la première à la dernière minute. En fait, puisque les Américains, et les Japonais, ils arrivent qu'en décembre 1941. L'Allemagne a quasiment plus de marine elle a plus de marine de surface à partir de 1943. Il reste les U-boats en 1944, mais de toute façon, ils terminent pas non plus. Ils capitulent avant le Japon. Donc, de facto, on a un taux de perte qui est absolument phénoménal par rapport dans les bateaux qui participent à l'attaque de Mers-el-Kébir dans la force H, qui s'appelle comme ça. Notamment le Hood, qui est le navire amiral de l'amiral Somerville, qui commande la force H qui attaque Mers-el-Kébir, qui est coulé par le Bismarck, en 1941, et d'autres bateaux qui sont ou coulés ou endommagés, tout simplement du fait qu'ils sont exposés au combat, aux heures les plus dures de 1940 et de 1941, notamment en Méditerranée, où les bateaux sont constamment exposés non seulement au danger des U-boats, parce que l'Ark Royal est torpillé par un sous-marin,
l'Ark Royal étant le porte-avions d'où décollent les avions qui vont attaquer Mers el-Kébir. Et puis, bien sûr, comme ils sont en Méditerranée, il y a également tous les avions qui opèrent des aérodromes de Sicile ou même d'Afrique du Nord, et donc le taux de perte anglais à ce moment-là est effarant. Donc il n'y a pas vraiment de malédiction, c'est juste que tous ces bateaux sont exposés, ils font la guerre de la première à la dernière minute, et que nécessairement, comme ils passent par la période la plus difficile, donc qui est la Méditerranée en 1941, le taux de perte est évidemment effrayant, quoi. Les Français n'ont jamais avalé Mers el-Kébir, y compris d'ailleurs les gaullistes, hein, qui n'ont pas vraiment accepté ça. De Gaulle, jusqu'à la fin de sa vie, expliquait qu'il refusait de parler de la marine de la marine française pendant la Deuxième Guerre, parce que c'est un sujet qui lui faisait trop de peine, je crois que c'est ça qu'il disait. Et c'est vrai que c'est resté une espèce de plaie plus ou moins refermée, qui se rouvre à la moindre occasion. On perd jamais l'occasion de rappeler, d'une part, Trafalgar et Mers el-Kébir derrière, tout en sachant que c'est quand même pas tout à fait les mêmes circonstances. Bon. Mais tout récemment, il y a eu un match de rugby entre les équipages de la Royal Navy et ceux de la Marine nationale, qui a dégénéré en pugilat. Il est clair qu'il reste encore des contentieux à régler entre les deux flottes, même si, bien entendu, on s'entend infiniment mieux, que c'est même pas la question, quoi. Mais sur un terrain de rugby, quand les esprits s'échauffent, paf, Trafalgar et Mers el-Kébir réémergent du gazon, quoi. C'est une espèce de fatalité que j'espère un jour finira par disparaître.